Bienvenue dans une nouvelle édition des récits d'horreur de Monsieur Mystique. Ce soir, nous plongeons dans les forêts trempées de pluie, les côtes déchiquetées et les montagnes ombrageuses du nord-ouest Pacifique, où sept récits terrifiants, inspirés de faits réels, vous attendent. Ces histoires ne sont pas des légendes de campements polis par des générations, mais des confessions brutales de ceux qui ont quitté les sentiers battus pour s'aventurer dans des lieux où les cartes ne sont que des vœux pieux. Certains ont croisé des prédateurs à visage humain. D'autres ont rencontré quelque chose de bien plus ancien que les villes ou les routes forestières. Et quelques-uns ne savent toujours pas ce qui les a traqués entre les arbres. Chaque récit de cet épisode a été retracé jusqu'à sa source originale, vérifié autant que possible avec des rapports, des archives locales ou des schémas d'incidents similaires, puis reconstitué avec soin pour préserver la voix de ceux qui l'ont vécu. Ces histoires ne s'embellissent pas pour votre confort. Et dans plusieurs cas, la nature a gardé bien plus de réponses qu'elle n'en a restituées. Si vous appréciez une horreur lente, atmosphérique et authentique qui hante longtemps après la fin de la vidéo, abonnez-vous à Monsieur Mystique Récits d'horreur et activez les notifications pour ne jamais manquer notre prochaine plongée dans l'inconnu. Après l'écoute, partagez vos propres rencontres dans le Nord-Ouest Pacifique dans les commentaires. Il existe un silence particulier qui n'existe qu'au-dessus de la limite des arbres. Les citadins croient connaître le calme parce qu'ils entendent le bourdonnement de leur réfrigérateur à 3 heures du matin ou la sirène lointaine d'un quartier voisin. Mais ce n'est pas le silence. Le vrai silence, c'est quand le monde s'efface dans toutes les directions et que le seul son qui reste est le battement de votre propre sang dans vos oreilles. C'est ce que je cherchais l'été où j'ai accepté un poste de guetteur d'incendie. J'avais 26 ans, étudiante en master avec une thèse à moitié terminée sur les politiques environnementales et une tête pleine de bruit. Mon directeur de recherche disait que je suranalysais tout. Mon ami disait que j'avais besoin d'une pause. J'ai annoncé à tout le monde que je passais 3 mois dans une tour de guet isolée dans les cascades de l'Oregon pour me concentrer sur mes lectures sans distraction. La vérité était plus embarrassante, je voulais disparaître sans que cela ressemble à un abandon. La tour portait un nom presque romantique sur la feuille d'affectation, quelque chose comme crête de l'aigle, mais le bâtiment lui-même n'était qu'une boîte de verre sur pilotis au sommet d'une crête. Le seul accès était un sentier enlacé escarpé qui prenait 3 heures avec un sac lourd. Les ravitaillements arrivaient 2 fois par mois, si le temps le permettait. Le reste du temps, il n'y avait que moi, une radio, une paire de jumelles et le ciel. Le premier jour, la voix du dispatch s'est fait entendre dans la radio alors que je me tenais dans la cabine entourée de fenêtres. Guetteur, ici la base. Vérification radio, à vous. J'ai tâtonné avec le casque, le plastique noir encore chaud des mains de la personne précédente. Ici crête de l'aigle, je vous reçois 5 sur 5. Ma voix résonnait trop fort dans la petite pièce. Dehors, l'horizon s'étendait en vagues bleues déchiquetées, couche après couche de crêtes s'estompant dans la brume. Des nuages pendaient comme du coton déchiré au-dessus des pics lointains. Je me sentais à la fois immense et infiniment petite. La routine, une fois que je l'eus apprise, était simple. Réveil à l'aube. Vérification du ciel. Consignation des conditions météo. Balayage à 360 degrés de la forêt avec les jumelles, à la recherche de la seule chose que je ne voulais pas voir, une fine colonne de fumée, anormalement droite. Rapport toutes les heures, ou plus souvent si quelque chose changeait. Lecture, cuisine, arpentage, observation des orages qui s'approchaient ou se dissipaient. Le soir, un dernier rapport. Puis, tentative de sommeil dans un lit qui grinçait à chaque souffle de vent. La première semaine, la radio était ma bouée de sauvetage. Les vérifications de la base, les bavardages des autres guetteurs perchés sur des crêtes lointaines, le pilote d'hélicoptère occasionnel qui signalait sa position. Les voix sont devenues familières plus vite que je ne l'aurais cru. Une femme sur la crête ouest, avec un humour sec. Un homme au sud qui semblait toujours au milieu d'une blague. C'était comme vivre dans un quartier privé, suspendu dans le ciel. La deuxième semaine, je l'ai entendu pour la première fois. C'était en fin d'après-midi, un de ces jours clairs et brûlants où chaque ligne de crête semblait taillée dans du verre. Je venais de terminer un rapport de routine. Aucun feu, vent léger du nord-ouest, visibilité excellente. J'ai soulevé mon doigt du bouton d'émission et commençais à reposer le casque quand je l'ai entendu. Reçu, crête de l'aigle, ici la base. Journal enregistré. Base, fin de transmission. Il y a eu le craquement habituel des parasites à la fin de la transmission. Puis, faiblement, si faiblement que j'ai failli ne pas l'entendre, une deuxième voix s'est glissée sous le sifflement.
Crête de l'Aigle, 04137. 04137. Les chiffres étaient prononcés d'une voix de femme, calme et précise, comme quelqu'un lisant des coordonnées sur une carte. Le son était si bref que j'aurais pu le rejeter comme une interférence, mais le rythme semblait intentionnel, délibéré. J'ai repris le casque. « Base, est-ce que vous venez de répéter mes coordonnées ?» ai-je demandé. Une pause. « Négatif, Crête de l'Aigle », a répondu le dispatch. « Vous avez un fantôme de votre côté ? Nous avons une étrange réflexion aujourd'hui. Peut-être un débordement de la fréquence sud. Vous me recevez ? À vous. » J'ai regardé les crêtes. « Oui, je vous reçois. Ce doit être l'atmosphère ou quelque chose comme ça. » Crête de l'Aigle, fin de transmission. J'ai accroché le casque avec soin. Le plastique semblait soudain plus lourd dans ma main. Les coordonnées qu'elle avait répétées, car c'est ainsi que je l'avais ressenti, comme une répétition, étaient les miennes. Les chiffres que je venais de donner à la base comme ma position. Je me suis dit que ce n'était qu'un bug. Les radios font des choses étranges en montagne. Les signaux rebondissent, se croisent, se réfractent. C'est ce que tout le monde dit. Cette nuit-là, je me suis réveillé au son du vent secouant la tour. Les fenêtres tremblaient dans leur cadre. Un éclair a zébré le ciel au loin, transformant les vitres en miroirs éphémères. Les orages faisaient partie du travail. J'avais lu 2 fois le manuel sur ce qu'il fallait faire en cas de foudre frappant la tour, rester sur le tapis isolant, ne pas toucher le métal, ne pas paniquer. La radio a grésillé. Je me suis retourné, désorienté, et j'ai regardé l'horloge. 3h02, un doux sifflement emplissait la cabine. Puis, aussi clairement que mes propres pensées, la même voix de femme s'est faufilée à travers les parasites. 04137, 04137. Altitude 5892. Visibilité compromise. Le dernier mot s'est étiré légèrement, comme déformé par la distance. J'ai glissé hors du lit et traversé la pièce en 3 enjambées, faisant attention à ne pas toucher la table métallique. Mes doigts tremblaient en soulevant le casque. Ici Crête de l'Aigle. Qui est à l'appareil ? Répétez votre identifiant. À vous. Le sifflement a monté, noyant la dernière syllabe. Aucune réponse. Je suis resté là 1 minute entière, le casque pressé contre mon oreille, n'entendant que le crépitement de l'orage. Finalement, je l'ai reposé et j'ai suivi la procédure. Vérifier le graphique de foudre, consigner l'heure, me rappeler que les échos étranges arrivent tout le temps sur ces fréquences. D'autres guetteurs parlant à leur base, des équipes de bûcherons, des pilotes. Mais en me recouchant, les chiffres qu'elle avait prononcés ont traîné dans mon esprit comme une encre. 04137, mes coordonnées, plus mon altitude. Le lendemain matin, j'ai feuilleté le carnet de la station, à la recherche d'anciennes entrées. Chaque guetteur laisse un registre pour le suivant, note météo, réparation mineure, croquis, une blague occasionnelle. En tournant les pages de l'écriture serrée des années passées, j'ai commencé à remarquer un schéma. De temps en temps, un guetteur mentionnait en marge un trafic radio étrange. J'ai cru entendre une femme répéter ma position. Parasite à 300. J'aurais juré que quelqu'un a appelé la tour par son nom. J'ai rêvé que quelqu'un était ici avec moi, chuchotant des coordonnées, peut-être trop de café instantané. Les notes étaient éparpillées, à des années d'intervalle, dans des écritures différentes. Mais elles avaient toutes ce même ton nerveux et évasif. Personne n'avait traité cela comme une chose réelle, juste une bizarrerie. Une histoire de fantôme à raconter une fois redescendu de la montagne. Je me suis dit que je ne serais pas comme eux. Je documenterais tout. Je serais rationnel. La voix est restée silencieuse. L'orage est passé. Les jours sont devenus un flou de chaleur, d'odeurs de résine et de nuages de poussière des camions de bûcherons. Je me suis installé dans mes propres rythmes. J'ai lu jusqu'à ce que mes yeux se brouillent. J'ai écrit des pages de ma thèse à la main dans un cahier à spirale. Le soir, je regardais le soleil fondre dans l'horizon et je me disais que peut-être je guérissais d'une manière difficile à décrire. Puis la voix est revenue, et ce n'était plus une question de coordonnées. C'était une semaine plus tard, vers 3 heures du matin. J'avais commencé à redouter cette heure où la nuit semble la plus épaisse. Je me suis réveillé en sursaut, le cœur battant, avec la sensation que quelqu'un avait prononcé mon nom. Pas mon nom de famille, pas mon indicatif, mon prénom, Élodie.
La tour était sombre, à l'exception de l'œil rouge du voyant d'alimentation de la radio. Le ciel dehors était vide, sans étoiles, les nuages bloquant toute lumière de lune. J'ai écouté. D'abord, rien. Juste le faible bourdonnement des néons qui refroidissait au-dessus de ma tête. Le murmure bas du vent dans les haubans. Puis, Élodie. C'était la même voix, plus proche maintenant. Pas dans la pièce, mais pas aussi lointaine qu'avant. Comme quelqu'un parlant du fond d'un puits. Élodie. Reçu. 04137 seul. Aucun feu. Émotion. Agité. Le dernier mot s'est ancré sous ma peau. Émotion. Personne sur le réseau des guetteurs ne parlait comme ça. On rapportait des faits, pas des sentiments. J'avais écrit agité dans mon journal plus tôt dans la soirée, juste avant de m'endormir. Je l'avais souligné 2 fois. J'ai attrapé mon carnet de la petite étagère au-dessus du lit et l'ai ouvert. La dernière entrée était de mon écriture serrée. 11 juillet. Venteux, aucun feu. Je me sens agité. Comme si la tour était trop petite, comme si quelque chose rôdait juste au-delà des fenêtres. Mes paumes sont devenues froides. Ici Crête de l'Aigle, ai-je dit d'une voix rauque dans le casque. Identifiez-vous. Quelle est votre position? À vous. Le sifflement a monté, noyant la dernière syllabe. Aucune réponse. Je suis resté là 1 minute entière, le casque pressé contre mon oreille, n'entendant que le crépitement de l'orage. Finalement, je l'ai reposé et j'ai suivi la procédure. Vérifier le graphique de foudre, consigner l'heure, me rappeler que les échos étranges arrivent tout le temps sur ces fréquences. Le lendemain matin, j'ai appelé la base comme d'habitude. J'ai hésité au-dessus du bouton d'émission, me demandant si je devais mentionner le trafic non autorisé. Mon cerveau a aligné toutes les raisons de ne pas le faire. Peut-être que c'était une blague sur une fréquence voisine. Peut-être que j'étais à moitié endormi et que j'avais mal entendu les rafales de vent. Peut-être. Peut-être. Crête de l'Aigle, ici la base. Le dispatch a dit, vous êtes un peu en retard pour votre premier rapport. Tout va bien là-haut? À vous. J'ai regardé le cercle des montagnes lointaines. Tout va bien, ai-je dit. Aucun feu, bonne visibilité. Crête de l'Aigle, fin de transmission. J'ai regretté le moment où je l'ai dit. J'aurais dû dire la vérité comme je la ressentais, que quelque chose ici avait appris mon nom. La fois suivante où la voix est revenue, elle a contourné la radio. C'était le soir. Le coucher de soleil s'était répandu dans le ciel, violet meurtri et orange en fusion. J'avais fait mon dernier balayage, consigné le néant, et m'étais assise à la table branlante avec mon carnet. J'ai décidé que je reprendrais le contrôle du récit, comme tout bon chercheur, en collectant des données. J'ai noté les moments où la voix était apparue, ce qu'elle avait dit, les conditions météo. J'ai remarqué qu'elle semblait affectionner 3 heures du matin, qu'elle répétait des coordonnées, qu'elle avait commencé à imiter mon écriture privée. J'ai écrit une dernière ligne, la question que je ne voulais pas admettre posée. Que veux-tu? La radio a sifflé, bien que je ne l'ai pas touchée. Crête de l'Aigle, a murmuré la voix de la femme, non pas dans mes oreilles, mais dans ma tête, aussi clairement que si elle se tenait derrière moi. Que veux-tu? Je me suis figé. Le stylo a glissé de ma main et a roulé sur la table. Elle a continué, son ton presque clinique, observationnel. Sujet, Élodie. Durée sur la station, 15 jours. Sommeil perturbé. Effet, anxieuse. Désir de disparaître sans disparaître. Non, ai-je chuchoté. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Mon reflet me fixait depuis les fenêtres qui s'assombrissaient, palais les yeux creusés. Je me suis levé brusquement et me suis dirigé vers l'armoire où étaient rangés les vieux registres manuels. Mes mains ont bougé avant que mes pensées ne les rattrapent. J'ai sorti un classeur déformé par l'eau, étiqueté rapport d'incident, et l'ai ouvert. La plupart en étaient une bureaucratie sèche, blessures mineures, coups de foudre, panne d'équipement. Mais au milieu, coincé entre des pages avec une pince rouillée, se trouvait un article de journal photocopié. Guetteur local disparu dans une tempête. Recherche suspendue après 5 jours. La photo sous le titre montrait une femme appuyée contre la rambarde d'une tour de guet. Le vent soufflait ses cheveux en arrière, découvrant un visage déterminé. La légende l'a nommée Béatrice D. J'ai lu l'article.
Elle avait été affectée à une autre tour, une qui n'existait plus. 2 crêtes plus loin. Une tempête soudaine s'était levée. Le contact radio avait été perdu. Quand une équipe au sol avait finalement atteint la tour, la cabine était vide. L'entrée du registre s'arrêtait brusquement en milieu de phrase. Aucun signe de chute, aucune empreinte s'éloignant. C'était comme si elle avait quitté l'existence. La date remontait à 21 ans. Les coordonnées de sa tour n'étaient pas les mêmes que les miennes, mais assez proches pour que nous ayons vu les mêmes tempêtes. Ma peau s'est hérissée. J'ai regardé la dernière page de ses notes, reproduite dans le dossier. La dernière ligne était incomplète. 0300. Sa voix entendue en répétition. Rien de plus. Le casque radio était accroché à son support. Du plastique noir inoffensif captant la dernière lumière. Je ne l'ai pas touché. Je n'ai pas prononcé son nom à voix haute. Cette nuit-là, la tempête est revenue sans éclair. Le vent s'est levé, hurlant autour de la tour, faisant trembler la structure sur ses pilotis. Les nuages ont avalé chaque étoile. À 3 heures, comme une horloge sonnant, la radio s'est animée. Crête de l'Aigle, me recevez-vous, a dit la voix de la femme. Pas la base. Aucun indicatif que je reconnaisse. Juste moi. Je suis resté dans mon lit, la couverture tirée jusqu'à mon menton, regardant le voyant rouge de la radio luire faiblement. Vous devriez répondre, a-t-elle dit doucement. Ils vont vous marquer comme non réactive. Qui êtes-vous, ai-je chuchoté, un rire sec et sans humour. Je suis ce que vous êtes venu ici devenir, a-t-elle dit. Un signal sans source, des coordonnées sans corps, une voix consignée sur le papier après coup. Le vent a fait trembler les fenêtres. La tour a grincé. Mon cœur battait si fort que j'ai cru qu'il allait briser mes côtes. Vous répétez mes coordonnées, ai-je dit. Vous lisez mon journal. Je tiens les comptes, a-t-elle répondu. De ceux qui sont seuls, de ceux qui veulent partir, de ceux qui sont déjà à moitié partis. Quelque chose a bougé à la périphérie de ma vision. Pendant un instant, j'ai cru voir une silhouette pâle reflétée dans la vitre, debout juste derrière mon épaule, pas tout à fait formée, plus une suggestion qu'une personne, les cheveux soufflés par un vent invisible, les yeux comme des tempêtes lointaines. Si vous sortez maintenant, a-t-elle dit doucement, personne ne saura dans quelle direction vous êtes parti. Il y aura des rapports, des recherches, les registres seront photocopiés. Vous serez consigné plus minutieusement que vous ne vous êtes jamais écrite vous-même. Vous appartiendrez à cet endroit. Ma main a trouvé le grain rugueux du mur en bois à côté du lit. Des échardes se sont plantées dans ma paume. Je ne veux pas de ça, ai-je dit. Ma voix tremblait. Je croyais le vouloir, mais non. Un silence s'est étiré. Le vent a gémi dans les haubans comme un cri humain étouffé. Alors il faudra redescendre, a-t-elle dit enfin. Tout le chemin jusqu'à la ville, vers votre vie inachevée. Vous ne dormirez pas aussi bien. Le bruit ne sera jamais aussi pur. Mais quand vous vous réveillerez à 3 heures du matin, vous serez toujours à l'intérieur de vos propres murs. La radio s'est tue. La lumière sur son cadran s'est réduite à un point minuscule. Mon contrat était de 3 mois. J'ai tenu 6 jours de plus. J'ai appelé la base et leur ai dit que j'avais des problèmes de santé, de l'anxiété, des troubles du sommeil, des pensées intrusives. Tout vrai, même si ce n'était pas toute la vérité. Ils étaient en sous-effectif et clairement agacés, mais ils ont organisé un remplaçant. Le jour de mon départ, j'ai porté le classeur des incidents avec l'article sur Béatrice jusqu'au bord du bureau, j'ai hésité, puis je l'ai repoussé. Quelqu'un d'autre en aurait plus besoin que moi. La descente a semblé plus longue que la montée. À chaque lacet, l'air devenait plus épais, rempli d'insectes et de l'odeur de terre humide. Je me suis retourné à mi-chemin et j'ai regardé en arrière vers le petit carré de la tour contre le ciel. Elle semblait fragile sous cet angle, comme quelque chose qu'une bourrasque aurait pu arracher de la crête. Pendant un instant, j'ai cru entendre un faible crépitement dans mon sac, comme si la radio que j'avais déjà rendue était encore avec moi. Un murmure de chiffres. 04137, j'ai continué à marcher. De retour en ville, les gens m'ont demandé comment c'était. Ils voulaient des histoires romantiques sur les couchers de soleil et les nuages d'orage, sur la solitude et l'inspiration. Je leur ai donné ce qu'ils attendaient. J'ai parlé des vues, des tempêtes, du moment où j'avais vu une famille de cerfs se frayer un chemin le long d'une crête à l'aube. Je n'ai pas parlé de la femme qui avait appris mon nom. Cela fait 2 ans.
J'ai terminé ma thèse. Je dors presque toute la nuit. Presque. Parfois, à 3 heures du matin, je me réveille en sursaut dans mon appartement, le cœur battant, certaine que quelqu'un vient de répéter mon adresse d'une voix calme et observationnelle. Quand cela arrive, je reste très immobile et j'écoute. Il y a toujours du bruit ici. La circulation sur l'artère, la plomberie du voisin, le réfrigérateur qui s'allume. Des sons humains ordinaires. Mais en dessous, si j'écoute assez longtemps, je peux encore sentir ce silence. Celui qui se drape sur les sommets des montagnes et les tours abandonnées. Celui qui attend. Il y a de nouveaux guetteurs là-haut maintenant. De nouveaux noms, de nouveaux carnets, de nouvelles inquiétudes privées. Les jours secs, quand les cartes des feux de forêt explosent en polygones rouges, je consulte les mises à jour plus souvent que je ne le devrais. Parfois, il y a de petites lignes dans les résumés d'incidents. Interruption brève des communications à 300. Transmission non identifiée sur le canal. Je me demande s'ils les écarteront comme j'ai essayé de le faire. Je me demande si l'un d'eux ouvrira le classeur des incidents et verra la photo de Béatrice, debout là où je me tenais. Je me demande combien de fois elle répétera patiemment leurs coordonnées avant que quelqu'un ne réponde. L'emploi qui a failli me tuer ne semblait pas dangereux sur le papier. C'était un poste contractuel pour une entreprise de livraison desservant des cabanes et des stations de recherche le long de routes forestières désaffectées en Oregon. Je me suis dit que c'était temporaire, juste quelque chose pour boucher le trou dans mon compte en banque après que mon dernier emploi de bureau s'était évaporé. Je me suis aussi dit que j'avais toujours été bon avec les cartes et que me retrouver seul dans les bois me semblait plus honnête que de me retrouver seul dans un cubicle. La plupart du temps, c'était vraiment simple. Je chargeais le camion à l'aube, entrais mon itinéraire dans le GPS portable et passais le reste de la journée à suivre un réseau de routes en gravier qui serpentait dans les contreforts. Les colis étaient pour la plupart des outils ennuyeux, de la nourriture non périssable, des pièces de rechange. Les routes, elles, ne l'étaient pas. Certaines avaient encore des numéros de services forestiers délavés cloués aux arbres. D'autres étaient des pistes non officielles que les locaux avaient tracées avec des décennies de pneus de camion, non marqués sur aucune carte. C'est sur l'une de ces pistes non marquées que j'ai rencontré Callum. La première fois, il est apparu comme une silhouette dans la poussière devant moi, un homme dans une veste verte délavée et une casquette, la main levée en un salut décontracté. J'ai ralenti par réflexe. Il s'est écarté sur le côté et a attendu que je m'arrête à sa hauteur. « Tu es le nouveau livreur ?» a-t-il demandé. Sa voix avait ce doux accent du nord-ouest pacifique, les voyelles arrondies par la pluie. « Je suppose » ai-je répondu. « Je suis encore en train d'apprendre les routes. » Il a souri juste assez pour montrer ses dents. « Tout le monde l'est » a-t-il dit. « Les routes changent plus souvent qu'on ne le pense par ici. » Il m'a dit qu'il vivait près de la crête et qu'il signalait parfois les camions quand des touristes restaient coincés ou qu'un arbre tombait. Il m'a donné des indications pour éviter un ravinement qui avait mangé la moitié de la route 1 kilomètre plus loin. Elles étaient précises. Quand j'ai vérifié l'itinéraire mis à jour plus tard, j'ai réalisé qu'il m'avait fait gagner près de 40 minutes sur ma journée. Après ça, je l'ai vu souvent. Il apparaissait au carrefour juste au moment où je sortais une carte, adossé à une souche ou à un rocher comme s'il y était depuis toute l'après-midi. Il savait toujours où j'allais avant que je ne le lui dise. La cabane avec le toit en bâche bleue. Reste à gauche au carrefour, juste après le caniveau cassé, disait-il. Ou encore, la station de recherche avec la tour météo. Ne t'embête pas avec l'ancien pont. Il est pourri. Il y a un nouveau passage en amont. Au début, j'étais reconnaissant. Le GPS portable ne savait pas tout. Les cartes papier de l'entreprise étaient de vieilles photocopies de cartes encore plus anciennes. Callum semblait avoir tout le réseau mémorisé. Pas seulement les routes principales, mais les pistes oubliées et les chemins de débardage. « Tu dois avoir grandi par ici », ai-je dit un jour alors qu'il sautait sur mon pare-choc pour s'asseoir pendant que nous partagions un thermos de café tiède. « On peut dire ça », a-t-il répondu. Je fais attention. C'est comme ça qu'on reste en vie dans un pays qui se moque de savoir si tu respires encore. J'ai ri, mais lui non. Les petites choses ont commencé à me déranger avant la grosse. Un après-midi, alors que nous étions près du camion à passer en revue mes livraisons restantes, il a dit « Il t'en reste 4, c'est ça ? 2 en amont, 2 sur la crête. » J'ai froncé les sourcils. Je ne lui avais pas dit ça. Le manifeste était plié dans ma poche.
Mon portable était toujours accroché à sa place dans la cabine. Coup de chance, a-t-il dit en voyant mon expression. Tu fais la même boucle depuis une semaine. C'est facile à deviner. Il avait raison. Ça aurait pu être ça. Sauf que la semaine suivante, quand mon itinéraire a complètement changé, il le savait toujours. Nouvelle cabane sur la liste, a-t-il dit en glissant le long d'un talus pour me rejoindre. L'ancienne place d'un bûcheron. Beaucoup de vieux trucs dans la cour. Fais attention en reculant. Les gens disparaissent dans ce ravin. Il l'a dit si naturellement que j'ai failli manquer la dernière partie. Disparaissent comment, ai-je demandé. Il a haussé les épaules. Le temps, les mauvais choix, les autres. À toi de voir. Après ce jour-là, j'ai commencé à remplir mes rapports de fin de service avec plus de détails. J'ai noté quand et où je l'avais croisé. Même s'il n'y avait pas de case pour « étrangers serviables et fréquents », je me suis dit que j'étais paranoïaque, que je n'étais pas habitué à ce que quelqu'un s'intéresse autant à mon travail. Le jour où tout a basculé était lourd de brouillard. Des nuages bas drapaient les collines, des gouttes d'eau accrochées aux aiguilles de pin comme de la sueur. Le dispatch avait ajouté un colis de dernière minute à mon itinéraire ce matin-là. Une petite boîte pour une cabane non répertoriée, avec des coordonnées jointes. Quand j'ai entré les chiffres dans le portable, ils sont tombés comme une épingle dans un coin vide de la carte, là où les lignes de contour se resserraient. Il y avait une route par là, avait dit le dispatch. Elle est peut-être encore là. Si tu ne la trouves pas, ramène le colis. J'ai trouvé Callum en premier. Il se tenait à la jonction où ma route principale se rétrécissait en une piste défoncée, les mains dans les poches, la veste sombre d'humidité. Je me demandais quand ils enverraient quelqu'un par ici, a-t-il dit. Tu connais cette route, ai-je demandé. Mieux que ton petit gadget, a-t-il répondu. Il va te dire qu'elle se termine dans 1 kilomètre. Il a tort. J'aurais dû faire demi-tour. C'est la partie que ma thérapeute ne cesse de souligner. Tu as vu le panneau, dit-elle sans dire « panneau ». Et tu as continué quand même. Cabane pour ses coordonnées, ai-je dit, levant le portable. Tu la connais. Il n'a pas regardé l'écran. Je la connais, a-t-il dit. Je vais monter avec toi. Pour m'assurer que tu n'atterris pas là où tu ne devrais pas. Il s'est installé sur le siège passager avant que je ne puisse protester, comme le font les vieux amis. Il sentait la laine mouillée et la fumée de bois. Alors que nous roulions, le brouillard s'est épaissi. Les arbres en ont émergé et y ont disparu derrière nous. La route s'est dégradée, passant du gravier à la boue, puis à quelque chose de pire. Des ornières profondes où l'eau brune tournoyait. Tu es sûr que c'est le bon chemin, ai-je demandé. Absolument, a-t-il répondu. Le portable a commencé à buguer. La petite flèche qui nous représentait a tremblé, reculé, puis tourné sur place. Après un moment, il a abandonné, affichant « signal perdu » en texte rouge et furieux. Super, ai-je marmonné. On doit être sous une sorte de canopée. Les cartes mentent, a dit Callum. Les machines mentent. Le sol, non. Il avait l'air presque content. Nous n'avons croisé aucune allée, aucune boîte aux lettres, aucun signe de vie par ici. La forêt pressait de près, les branches grattant les côtés du camion comme des ongles. Le monde s'est réduit aux 2 faisceaux des phares et au capot qui tremblaient sous mes mains. Je ne savais pas qu'il y avait encore des cabanes en service aussi loin, ai-je dit, si seulement pour briser le silence. Ça dépend de ce que tu entends par service, a-t-il répondu. Nous avons tourné un virage et la route s'est simplement arrêtée. Pas de demi-tour, pas de clairière, juste 2 ornières se dissolvant dans la végétation et le mur sombre du ravin au-delà. J'ai mis le camion au point mort. C'est ici, ai-je demandé. Callum a détaché sa ceinture lentement. C'est ici que la carte dit que les gens cessent d'exister, a-t-il dit. La question est de savoir de quel côté de ça tu veux te trouver. Il s'est tourné sur son siège pour me faire face pleinement. Ses yeux, normalement d'un gris lavé, semblaient presque noirs dans la faible lumière de la cabine. Tu fais ces routes seul, a-t-il dit. Pas de partenaire, pas de caméra embarquée, personne ne te suit en temps réel. La compagnie ne se soucie que de savoir si les colis arrivent à destination ou reviennent avec une raison pour laquelle tu as disparu. Si tu disparais par ici, ils enverront quelqu'un d'autre dans une semaine, peut-être 2. Ils marqueront le dossier comme non résolu et passeront à autre chose. Il a souri et c'était la première fois que cela n'atteignait pas du tout ses yeux.
A-t-il continué, tu arrêtes d'être une cargaison et tu deviens quelqu'un qui décide quel camion revienne au dépôt. Qui apprend où sont les points faibles, qui doit des faveurs à qui. Il y a toujours de la place pour une personne de plus qui sait vraiment comment ces routes fonctionnent. Ma bouche est devenue sèche. Tu me demandes de, quoi? T'aider à voler des camions? Il a ri. Un son court et dur. Tu crois que c'est une question de vol? Parfois, un camion vaut plus vide. Parfois, quelqu'un veut qu'une personne disparaisse sans le remue-ménage des caméras et des témoins en ville. Ces routes sont bonnes pour ça. Elles le sont depuis longtemps. Tu as le choix. Sois utile ou sois porté disparu. Le colis sur le siège entre nous a soudain semblé un accessoire dans une mauvaise pièce. J'ai forcé ma voix à rester stable. Tu crois que je n'ai pas dit à quelqu'un où j'allais aujourd'hui? Il a incliné la tête, m'étudiant. Tu as peut-être dit. La plupart ne le font pas. J'ai radio la base avant de prendre cette piste. J'ai menti. Je leur ai donné les coordonnées. Je leur ai dit que j'étais avec un local nommé Callum qui m'avait proposé de me guider. Sa mâchoire a tressailli juste assez pour que je le voie. Tu ne devrais pas mentir si facilement, a-t-il dit doucement. Ça donne aux gens envie de savoir à quoi d'autre tu es bon. Dehors, le brouillard s'est éclairci un instant, révélant une tranche de ciel. Quelque part au loin, une tronçonneuse a rugi, puis s'est éteinte. Un son ordinaire de travail, mais il a ancré quelque chose en moi. Dans les deux cas, ai-je dit, les doigts se rapprochant du levier de vitesse, ils savent que je suis en retard. Ils savent où je suis censé être. Si je ne me manifeste pas à l'heure, quelqu'un viendra chercher. Nous savions tous les deux à quel point cette assurance était mince. Les zones de recherche par ici se mesuraient en bassin versant, pas en bloc. Mais ça m'a donné assez de courage pour agir. J'ai enfoncé le levier en marche arrière et j'ai écrasé l'accélérateur. Les pneus ont patiné dans la boue pendant un battement de cœur qui a semblé durer 1 heure, puis ont accroché. Le camion a reculé brutalement. Callum a saisi le tableau de bord pour se stabiliser. Tu fais une erreur, a-t-il sifflé. Alors porte plainte auprès de la direction, ai-je dit. Dis-leur que j'ai ignoré tes conseils avisés. Les branches ont hurlé le long du côté alors que nous rebondissions en bas de la piste. Il n'a pas essayé de saisir le volant. Ça m'a fait plus peur que s'il l'avait fait. Il m'a juste regardé conduire, les yeux plats et évaluateurs, comme s'il décidait si j'en valais la peine. À la jonction, j'ai tourné le volant à fond, nous avons retrouvé la route principale et je ne me suis arrêté que quand nous avons atteint le gravier, puis le bitume, puis la boîte laide et familière du dépôt surgissant de la brume. J'ai écrit « Route impraticable, dangereuse » sur le colis et l'ai posé sur le bureau de l'employé. Mes mains tremblaient si fort que j'ai dû signer ma feuille de temps 2 fois. Je n'ai plus revu Callum après ça. Pas en personne, en tout cas. Parfois, cependant, son absence semblait plus délibérée qu'un accident, comme s'il avait simplement fait un pas de côté hors de mon itinéraire pour entrer dans celui de quelqu'un d'autre. J'ai démissionné 2 semaines plus tard. Officiellement, c'était pour de meilleures opportunités. Officieusement, c'était parce que j'ai commencé à remarquer combien de petites nouvelles commençaient de la même manière. Un chauffeur local ne revient pas d'une route rurale. Véhicule abandonné sur une route forestière. Le genre d'article qui remonte brièvement dans les fils d'actualité avant de sombrer sous des titres plus importants. Quand je conduis en ville maintenant, je me surprends encore à jeter un coup d'œil dans les rétroviseurs plus souvent que la plupart des gens. Pas pour les voitures de police ou les conducteurs collants, mais pour une silhouette dans une veste verte délavée, debout au bord de la route, la main levée dans ce salut facile et décontracté. J'ai appris à faire un détour par toutes les impasses. Par ici, une route qui semble simplement s'arrêter ne le fait rarement. Elle continue juste là où les cartes ont décidé que les gens n'avaient pas besoin de suivre. Ma grand-mère disait toujours, la forêt se souvient de chaque marché que tu passes avec elle. Quand j'étais enfant, passant des étés collants dans sa petite ville côtière du nord-ouest Pacifique, je trouvais ça réconfortant, comme si les bois étaient une vieille tante gardant la trace des cadeaux d'anniversaire. Ce n'est que plus tard que j'ai compris qu'elle parlait de chaque marché, même ceux que tu ne réalises pas que tu passes. Sa maison surplombait une étendue de bois de seconde croissance et de lits de ruisseaux marécageux, avec un seul sentier rugueux descendant vers ce que tout le monde appelait simplement « le ver ». Au-dessus de sa table de cuisine était accrochée une photo délavée d'une souche de cèdre si massive que 3 enfants pouvaient se tenir debout, épaule contre épaule, à l'intérieur du creux. Elle l'appelait « la mère ».
Dans ces histoires, les bûcherons qui prenaient plus que nécessaire ou les chasseurs qui tuaient pour le sport finissaient toujours par revenir à cette souche. Parfois vivants, parfois non. J'ai oublié ces histoires pendant des années. Comme on oublie les berceuses. Puis, après l'accident, elles sont revenues toutes à la fois. L'accident tenait en 3 phrases dans les nouvelles. Un conducteur ivre, une nuit de pluie, les feux arrière de quelqu'un d'autre tournant hors de vue. Mon partenaire, Daniel, s'en est sorti avec une commotion cérébrale et un éclat de verre dans l'épaule. L'autre conducteur ne s'en est pas sorti du tout. Après les dates de tribunal, les appels d'assurance et la parade sans fin de gens disant que ça aurait pu être pire, nous nous sommes retrouvés avec la même question non dite, pourquoi avions-nous le droit de continuer quand quelqu'un d'autre n'en avait pas? C'est moi qui ai suggéré de retourner dans la ville de ma grand-mère. Elle était partie depuis des années, la maison vendue à un couple de Seattle, mais la forêt était toujours là. Je me suis dit que nous marcherions sur les vieux sentiers, respirerions le sel et le cèdre, et que d'une manière ou d'une autre, nous chasserions le poison de nos têtes. Nous avons suivi le même chemin rugueux depuis le détour de l'autoroute, passant devant les ronces de murs et le poteau de clôture rouillé qui était là depuis mes 8 ans. Le verre nous a engloutis plus vite que je ne m'en souvenais. Les feuilles de salade nous frôlaient les genoux. Des rayons de lumière oblique transformaient les mousses en étoiles tombant au ralenti. Daniel marchait devant, les épaules voûtées, la cicatrice sur sa tempe comme un croissant pâle contre son hâle. La clairière n'était plus où elle était avant. Ou peut-être que la forêt avait changé autour d'elle. Nous avons failli la manquer entièrement. Un moment, il y avait des arbres de tous côtés. Le suivant, nous avons fait un pas dans un cercle de lumière ouverte, et la voilà. La mer avait pourri depuis la photo de la cuisine. La souche était toujours énorme, plus haute que ma poitrine. Mais le bois était couvert de mousse, son cœur dévoré en un bol sombre et humide. Quelqu'un était passé par ici récemment. Des bocaux de bail et des pièces de monnaie étaient alignés sur le rebord. Une lame de tronçonneuse rouillée reposait comme une offrande à la base, et, coincée sous une pierre, les bords frisés par l'humidité, se trouvait une affiche de personnes disparues. Le visage de l'homme semblait fatigué et gentil. Bûcheron local toujours porté disparu après 3 semaines. Ces trucs traînent partout, a marmonné Daniel en détournant le regard. Ça va, ai-je demandé. Il était déjà à genoux près de la souche. Je rêve de cet endroit, a-t-il dit doucement. Je ne savais pas ce que c'était, mais c'est comme une forme qui attend, les mains tendues. Il a touché la mousse du bout des doigts. Pendant une seconde, j'ai voulu le tirer en arrière, comme on attrape un enfant qui tend la main vers une poêle brûlante. Peut-être qu'on devrait y aller, ai-je dit. On peut revenir un autre jour. Ou on peut demander, a-t-il dit, sans me regarder, comme ta grand-mère l'aurait fait. La façon dont il l'a dit m'a donné la chair de poule. Je ne lui avais jamais raconté la moitié de ses histoires d'enfance. J'ai ouvert la bouche pour le dire et j'ai senti le goût du cèdre et du fer sur ma langue. On n'a rien à offrir, ai-je réussi à dire. Il s'est levé lentement et s'est tourné vers moi. Ses yeux étaient humides, mais pas de larmes. C'était comme si la couleur s'était desserrée en eux. On a trop, a-t-il dit. C'est le problème. Nous ne nous sommes pas agenouillés, nous n'avons pas chanté, nous ne nous sommes pas coupés les paumes. Il n'y a pas eu de rituel. Nous nous sommes simplement tenus là, tous les deux, dans la souche, parmi les arbres silencieux. Dans ma tête, les mots s'organisaient sans mon consentement. Prends ce poids. Prends les nuits où il se réveille en s'étouffant. Prends le replay des phares et du métal. Prends le fait qu'on soit encore là quand cet homme ne l'est pas, la forêt a écouté. Je l'ai senti. Comme on sent une pièce écoutée quand on dit quelque chose qu'on ne peut pas reprendre. Sur le chemin du retour, Daniel marchait plus léger que je ne l'avais vu depuis des mois. Il parlait de petites choses, les cafés de la maison, un film qu'il voulait voir, le fait qu'il devrait appeler sa sœur. Le nœud entre ses épaules s'était desserré, comme coupé. Moi, en revanche, je me sentais comme si on m'avait versé du sable mouillé dans les os. Chaque pas était un effort. Quand nous avons atteint la voiture, mes mains tremblaient. « Tu as l'air pâle », a-t-il dit en fronçant les sourcils. Peut-être que c'est moi qui avais le moins besoin de ce voyage. Il nous a ramenés en ville. J'ai regardé, le verre, défiler par la fenêtre et j'ai eu la pensée irrationnelle que si je clignais trop longtemps des yeux, les arbres seraient dans la voiture avec nous. Les cauchemars ont commencé cette semaine-là. Pas de l'accident. Ceux-là étaient ceux de Daniel. Mais de bois qui se fend. Dans les rêves,
je me tenais dans cette clairière alors que la souche de cèdre se contractait, son cœur pourri se fissurant pour révéler des visages pressés dans le grain. Des yeux, des bouches et le pâle croissant dedans, tous superposés comme des cernes de croissance. Certains, je les reconnaissais d'articles de presse que j'avais parcourus et oubliés. D'autres étaient des inconnus. Tous me regardaient avec le même soulagement épuisé, comme si j'étais enfin arrivé pour mon quart. « Tu le lui as donné » a dit une voix. « La mère de ta grand-mère vient de nulle part et de partout. Tu n'as pas pensé à ce qu'elle voulait de toi. » Je me réveillais avec la mâchoire serrée au point que mes dents me faisaient mal. Daniel s'est amélioré. Il a commencé à dormir toute la nuit. Il a arrêté de sursauter quand une voiture pétaradait ou qu'on faisait tomber une poêle. La culpabilité qui vivait dans ses épaules s'est amincie en quelque chose de gérable. Il s'est inscrit à un cours du soir. Il riait parfois de tout son cœur. J'ai arrêté de sortir seul. Il m'a fallu un moment pour réaliser le schéma. La pluie l'empirait. Les matins humides, chaque arbre de rue me semblait comme une colonne vertébrale dans mon dos. Cèdres, sapins, même les petits arbres ornementaux tristes dans les carrés de trottoir. Tout semblait se pencher vers moi quand je passais. Plus d'une fois, j'ai cru entendre un craquement bas au-dessus de moi, suivi d'un soupir humide et doux. J'ai essayé de l'ignorer. J'ai marché au milieu du trottoir. J'ai pris le bus au lieu de couper par le petit parc près de notre appartement. La ville n'était pas une forêt, me suis-je dit. Le béton, la circulation et une poignée d'arbres n'étaient rien comparé au vert, sans fin de chez moi. Puis, un après-midi gris, j'ai fait l'erreur de couper par ce parc quand même. C'était plus rapide. J'étais en retard. Mon parapluie dégouttait dans ma main. Le sentier serpentait entre un groupe de cèdres que quelqu'un avait planté des années plus tôt pour rendre l'espace moins stérile. J'ai fait 3 pas avant que le monde ne se rétrécisse. L'air est devenu épais, lourd de la même odeur de pourriture humide que cette souche. Mes oreilles ont fait un pop. Le son de la rue s'est estompé en un bourdonnement sourd. Pendant une seconde, les troncs autour de moi ont semblé plus larges, plus anciens. Leur écorce striée en lignes familières. J'ai arrêté de marcher. La sensation d'être observé pressait de tous côtés. Intime et impersonnel à la fois. Un poids s'est posé sur mes épaules. Pas exactement des mains, mais pas non plus pas des mains. Tu dois. Quelque chose à respirer. Pas en mots, mais de la même manière qu'un nuage d'orage promet la pluie. J'ai reculé hors des arbres comme on recule devant un animal qu'on ne veut pas effrayer. Quand j'ai atteint le trottoir, le sortilège s'est brisé. Les sons de la ville ont jailli. Les klaxons, les pas, quelqu'un riant dans son téléphone. Les cèdres derrière moi semblaient petits et inoffensifs. Leurs branches tremblaient sous la bruine comme n'importe quels autres arbres. Je n'ai rien dit à Daniel. Comment dire, la forêt nous a suivis et elle réclame le reste de ce que j'ai promis. Il va bien. Il fait du bénévolat dans un groupe de sécurité routière maintenant. Parfois, il parle de remonter la côte quand le temps est beau. Peut-être de prendre quelques jours pour randonner sur ces vieux sentiers que tu aimais tant. Je change toujours de sujet. Je sais que ça semble irrationnel. Le traumatisme fait des choses étranges. Je pourrais retourner en thérapie et mettre tout ça sous des étiquettes bien rangées. Culpabilité du survivant, projection, pensée magique. Mais quand j'imagine marcher sous des branches de cèdre seul, mon corps répond avant que mon cerveau ne puisse. Ma gorge se serre, mes paumes transpirent, mes pieds restent ancrés au trottoir. Ma grand-mère disait, la forêt se souvient de chaque marché que tu passes avec elle. Je n'avais pas compris qu'il n'y a pas de paiement partiel. Tu ne peux pas déposer ta culpabilité à une vieille souche et t'en aller les mains propres. Certains jours, j'ai l'impression de vivre sur un terrain emprunté, un morceau de béton au-dessus de racines qui vont bien plus profond que les tuyaux et les câbles en dessous. Ces jours-là, je ne lève pas les yeux. Je ne veux pas voir si les arbres de la ville s'inclinent juste un peu dans ma direction. Attendant le moment où je m'éloignerai assez des foules pour que, la mer, appelle le reste de la dette. Ce qu'il y a avec les traditions, c'est que tu ne t'attends jamais vraiment à ce qu'elles se terminent. Tu supposes qu'il y aura toujours un autre été, un autre long trajet en voiture, une autre série de photos à moitié ivres prises dans la même cabane de travers au bord du même lac de travers. C'est ce que cet endroit représentait pour nous. La preuve que, peu importe à quel point la vie devenait compliquée en ville, il y avait toujours un coin d'eau et d'arbres qui n'appartenait qu'à notre petit groupe.
Nous avons commencé à aller au lac Cedar Glace l'été après l'université. Il n'était pas sur les listes des 10 meilleurs lacs alpins, ce que nous aimions. On y accédait en suivant une route forestière cabossée dans l'état de Washington jusqu'à ce qu'elle se rétrécisse en un tunnel d'épicéa. Puis, en prenant un sentier pédestre qui te déposait dans un bol de bleu entouré de pentes sombres. Le camping était minuscule, juste une poignée d'emplacements nichés parmi les arbres. Pas de service cellulaire, pas de bateau à moteur, juste le clapotis doux de l'eau sur les rochers et, de temps en temps, le cri d'un huard résonnant contre les falaises. Au moment où tout est arrivé, nous y allions depuis 7 ans. Toujours à la même époque en août, toujours le même groupe, moi, notre planificateur officiel, Nat et Mia, perpétuellement sur le point de rompre. Jonah, calme et solide. Et Harriet. Harriet était celle qui aimait le lac le plus. Je pense qu'elle était la personne la plus bruyante dans n'importe quelle pièce, la première dans l'eau, peu importe la température. Celle qui insistait pour des baignades nocturnes sous les étoiles avec des bracelets lumineux bon marché attachés à nos poignets. Elle avait grandi dans des banlieues sans accès à la mer. Le lac, disait-elle en plaisantant, était la chose la plus proche d'une religion qu'elle avait. Cette dernière année, elle était différente. Je l'ai remarqué avant même de quitter la ville, quand elle s'est glissée sur le siège passager à côté de moi. Normalement, elle aurait été en effervescence, la playlist déjà prête, des snacks de station-service entassés dans la poche de la portière. Au lieu de ça, elle a juste bouclé sa ceinture et fixé le pare-brise, les doigts tapotant un rythme silencieux sur son genou. « Ça va ?» ai-je demandé en prenant l'autoroute. « Ça va ?» a-t-elle dit. Juste fatiguée. Sa voix avait une qualité papier que je n'aimais pas. J'ai supposé que c'était le travail ou un nouveau gâchis avec l'ex qu'elle n'arrivait jamais tout à fait à lâcher. J'ai décidé de lui laisser de l'espace et de laisser les kilomètres se dérouler devant nous. Nous sommes arrivés au camping en fin d'après-midi. Le soleil oblique traversait l'eau, la rendant de ce vert profond et vitreux qui avait donné son nom au lac. Pendant que nous montions les tentes, Jonah nous a appelés près du tableau d'affichage près des toilettes sèches. « Regardez ça » a-t-il dit. Épinglé parmi les avertissements d'incendie habituels et les règlements du parc se trouvait un article de journal photocopié. Le papier était froissé par l'humidité, l'encre légèrement floue. Une famille locale présumée noyée après le chavirement de leur bateau. Recherche suspendue au lac Cedar Glace. La photo montrait un homme, une femme et un petit garçon en gilet de sauvetage, tous les trois souriant à la caméra depuis le rivage. L'article lui-même était ancien, des années 1970, jauni sur les bords. Quelqu'un avait souligné un paragraphe en stylo bleu. Malgré des conditions calmes, aucun corps n'a été récupéré. Les locaux considèrent depuis longtemps le lac comme plus profond qu'il n'y paraît. J'ai jeté un coup d'œil à Harriet. Elle fixait la photo si fort que sa mâchoire tremblait. Super réconfortant, a dit Mia sèchement. Vraiment une ambiance fun, service des forêts. C'est probablement l'idée d'un ranger saisonnier pour un message de sécurité, ai-je dit. Portez vos gilets de sauvetage, les enfants, sinon vous finirez sur le tableau en liège. Mais cette nuit-là, assis autour du feu, j'ai surpris Harriet jetant encore et encore des regards vers la silhouette sombre du tableau d'affichage, comme si c'était une personne debout juste à l'extérieur du cercle de lumière. Le deuxième jour était dédié à l'eau. C'était la règle. Pas de randonnée, pas d'excursion, juste le lac. Nous nous sommes prélassés sur des bouées gonflables. Nous avons pris des tours dans le canoë cabossé qui venait avec notre emplacement. Nous avons laissé le soleil cuire la ville hors de nos os. Pendant quelques heures, ça a presque ressemblé à toutes les autres années. Plus tard, alors que le ciel se teintait de violet et que les arbres se dissousaient en silhouette, Harriet m'a demandé de sortir sur le canoë avec elle. Une dernière fois avant qu'il ne fasse tout à fait nuit. « Prends une lampe frontale », a crié Jonah derrière nous. La dernière chose dont on a besoin, c'est de jouer dans l'article du tableau en liège, partie 2. Harriet n'a pas ri. Elle a juste poussé le canoë dans l'eau et y est montée avec un mouvement vif et déterminé. Je l'ai suivi, m'agenouillant pour nous stabiliser alors que nous poussions du rivage. Nous avons pagayé sans parler au début, le bateau traçant un V de ride à la surface lisse. Les lumières du campement diminuaient derrière nous. Le chœur familier de grenouilles et d'insectes montait du rivage. De l'autre côté du lac, un huard a lancé cette longue note plaintive qui faisait toujours dresser les poils de mes bras. Nous avons dérivé vers le milieu, où l'eau semblait plus large qu'elle ne le paraissait depuis la rive. Les derniers vestiges du coucher de soleil s'étiraient en une fine bande au-dessus des collines.
Les premières étoiles testaient l'obscurité. Cet article, a dit Harriet soudainement. Tu te souviens qu'ils disaient qu'ils ne les ont jamais trouvés? Ouais, ai-je dit. Mais c'était il y a des décennies. Cet endroit a probablement été fouillé une douzaine de fois depuis. Tu te demandes jamais, a-t-elle continué, les yeux fixés sur l'Olys comme un miroir. Pourquoi? Pourquoi quoi? Ça donne toujours l'impression qu'il y a quelque chose juste sous la surface ici. J'ai ri faiblement. Waouh, c'est une super chose à dire à la personne à l'avant du canoë. Je suis sérieuse, a-t-elle dit. Ça ne te semble pas plein? Comme si ce n'était pas juste de l'eau là-dessous. J'ai voulu faire une blague. Dire quelque chose sur les poissons et les arbres noyés. Mais les mots sont restés coincés. Ma pagaie s'est levée et abaissée, égouttant de l'argent. Le son a changé en premier. Je n'ai pas remarqué qu'il s'était fait silencieux. C'est ça, l'étrange chose. Un moment, tout était normal. Grenouille, une voiture lointaine sur la route d'accès, un doux murmure du ruisseau d'entrée. Le suivant, mon cerveau a trébuché sur une absence soudaine. Tu entends ça, ai-je demandé. Quoi, a dit Harriet, bien que je savais par son visage qu'elle l'avait entendu aussi. Rien, ai-je dit. C'est le problème. Pas de grenouilles, pas d'insectes, pas de voiture. Même l'air semblait plus dense, comme pressé de tous côtés par des mains invisibles. Le seul son restant était le doux clapotis de l'eau contre la coque et notre propre respiration. Pour la première fois depuis que nous avions poussé du rivage, Harriet m'a regardé droit dans les yeux. Ses yeux brillaient trop dans la pénombre. J'ai lu cet article en ligne avant qu'on vienne, a-t-elle dit. Pas juste l'extrait, la version complète. C'était plus bizarre que ce que le tableau laissait entendre. Les gens de l'équipe de recherche juraient avoir vu des choses là-dessous au sonar. Des formes qui ne bougeaient pas correctement. Ils ont drainé une partie du lac un hiver. Ça ne s'est pas fait moins profond au milieu. Ça a juste changé. Tu me fais flipper, ai-je dit, à moitié agacé. Si c'est une mise en scène pour me faire sursauter, ça marche. Félicitations. Elle n'a pas souri. Elle s'est penchée un peu sur le côté du canoë, comme pour regarder plus profondément dans l'eau. Est-ce que tu as déjà eu l'impression que quelque chose t'attendait, a-t-elle demandé doucement, pas de manière métaphorique. Spécifiquement toi. L'écho de ces mots a tremblé à travers le lac, trop clair dans le silence surnaturel. Harriet, recule, ai-je dit. Tu vas nous faire chavirer. Elle m'a ignoré. Dans le reflet, je nous ai vus doubler. Deux visages pâles flottant sur le noir. Le canoë, une fine ligne entre les deux. Puis, alors que je regardais, le canoë reflété a hésité. Pendant une seconde, il a pris du retard par rapport au vrai, puis s'est resynchronisé d'un coup. Ça s'est reproduit quand j'ai cligné les yeux, comme une vidéo qui bug à cause d'une mauvaise connexion. Tu as vu ça, ai-je chuchoté. Harriet a hoché la tête. Ils m'ont enfin choisi, a-t-elle dit. Avant que je ne puisse demander ce que ça voulait dire, elle s'est penchée plus loin. Si brusquement que le canoë a tangué. Ma réaction a été purement instinctive. Je me suis jeté du côté opposé pour contrebalancer. Le bateau a oscillé, l'eau claquant contre la coque. Puis elle a disparu. Il n'y a pas eu d'éclaboussure. C'est la partie qui n'a jamais eu de sens pour moi. Une seconde, le poids de Harriet était devant moi, ses mains sur le plat-bord. La suivante, le canoë flottait vide. L'eau où elle se trouvait était lisse comme du verre, nos reflets jumeaux intacts. Harriet. Le mot s'est arraché de moi, trop fort dans ce silence étouffant. Je me suis jeté à genoux et j'ai plongé les bras dans l'eau, fouillant n'importe quoi, tissu, peau, cheveux. Mes doigts se sont refermés sur rien d'autre que le froid. J'ai hurlé jusqu'à ce que ma gorge brûle, son nom rebondissant contre les pentes sombres et revenant plus petit à chaque fois. Quand les autres nous ont rejoints dans le second canoë, les sons du monde avaient commencé à s'infiltrer. Une grenouille a coassé prudemment près du rivage. Un moteur a grondé quelque part sur la route. Le sortilège, si c'en était un, s'était dissipé. Nous avons appelé, nous avons cherché, nous avons fouillé les roseaux le long de la berge avec des lampes torches et transperçant l'eau. Les rangers sont venus, les plongeurs sont venus. Ils ont peigné chaque centimètre qu'ils pouvaient atteindre. À l'aube, la rive opposée ressemblait à une scène de crime d'une série. Rubans jaunes, empreintes boueuses, visages épuisés.
L'histoire officielle s'est installée rapidement, comme du limon. Elle a dû tomber à l'eau. Obscurité, désorientation, choc. Même les bons nageurs peuvent couler vite. Ces choses arrivent, disaient les gens comme si c'était un réconfort. Nous sommes rentrés sans elle. Les conseillers en deuil parlent de marchandage, de l'esprit qui rejoue les événements avec des résultats différents. Je l'ai fait pendant des mois. Si j'avais refusé la dernière pagayée, si j'avais attrapé son bras plus vite, si nous avions choisi un autre week-end, un autre lac. Ce que je ne leur dis pas, c'est que parfois sous la douche ou en passant devant une vitrine sombre, je vois mon reflet traîner une demi-seconde derrière moi, juste assez pour que mon estomac se serre. Ça se rattrape toujours, mais dans ce moment, je sens le même silence épais et attentif monter autour de moi. 1 an après que c'est arrivé, je suis retourné au lac Cedar Glace seul. Je ne sais pas ce que je pensais accomplir. Peut-être une fermeture, peut-être une punition. J'ai marché jusqu'au bord de l'eau et me suis tenu là où notre canoë avait poussé pour la première fois. Le tableau d'affichage tenait toujours l'ancien article sur la famille des années 1970, les coins maintenant frisés et mous. En dessous, quelqu'un avait épinglé une nouvelle affiche de personnes disparues avec le visage de Harriet. Le papier était frais, l'encre pas encore floutée par la pluie. Je ne suis pas monté dans un bateau. Je n'ai même pas marché sur les rochers humides. Je me suis juste tenu là à écouter. Le lac semblait normal. Oiseaux, insectes, vent. La vie ordinaire. Une seule fois, quand un nuage est passé devant le soleil, tout s'est étouffé pendant une seconde, me laissant seul avec le silence. Dans cette mince poche de calme, j'ai senti qu'on m'observait d'en bas. Les gens me disent que les lacs ne sont que de l'eau, de la profondeur et de la physique. J'acquiesce. Je suis d'accord à voix haute. Mais je sais à quoi ressemble le vrai silence maintenant. Celui qui n'est pas l'absence de bruit, mais la présence de quelque chose qui écoute. J'ai déménagé à l'intérieur des terres après ça. Je loue un appartement sur une colline, loin de tout vrai plan d'eau. Il y a un petit bassin de rétention en bas de la rue qui recueille la pluie en hiver. Je traverse la rue pour éviter de marcher à côté. Il fait à peine 3 mètres de large, une flaque à toute mesure raisonnable. Mais quand la surface est calme, je ne peux pas me résoudre à regarder vers le bas. J'ai peur que, un jour, si je le fais, je verrai 2 versions de moi-même me fixer en retour. Celle qui se tient sur la berge et celle, une demi-seconde derrière, attendant patiemment que l'eau devienne assez silencieuse pour prendre ma place. Le travail qui a failli me tuer ne semblait pas dangereux sur le papier. C'était un poste contractuel pour une entreprise de livraison desservant des cabanes et des stations de recherche le long de routes forestières désaffectées dans l'Oregon. Je me suis dit que c'était temporaire, juste quelque chose pour combler le trou dans mon compte en banque après que mon dernier emploi de bureau s'était évaporé. Je me suis aussi dit que j'avais toujours été bon avec les cartes et que me retrouver seul dans les bois me semblait plus honnête que de me retrouver seul dans un cubicle. La plupart du temps, c'était vraiment simple. Je chargeais le camion à l'aube, entrais mon itinéraire dans le GPS portable et passais le reste de la journée à suivre un réseau de routes en gravier qui serpentait dans les contreforts. Les colis étaient pour la plupart des outils ennuyeux, de la nourriture non périssable, des pièces de rechange. Les routes, elles, ne l'étaient pas. Certaines avaient encore des numéros de service forestier délavés cloués aux arbres. D'autres étaient des pistes non officielles que les locaux avaient tracées avec des décennies de pneus de camion, non marqués sur aucune carte. C'est sur l'une de ces pistes non marquées que j'ai rencontré Callum. La première fois, il est apparu comme une silhouette dans la poussière devant moi, un homme dans une veste verte délavée et une casquette, la main levée en un salut décontracté. J'ai ralenti par réflexe. Il s'est écarté sur le côté et a attendu que je m'arrête à sa hauteur. « Tu es le nouveau livreur ?» a-t-il demandé. Sa voix avait ce doux accent du nord-ouest pacifique, les voyelles arrondies par la pluie. « Je suppose » ai-je répondu. « Je suis encore en train d'apprendre les routes. » Il a souri juste assez pour montrer ses dents. « Tout le monde l'est » a-t-il dit. « Les routes changent plus souvent qu'on ne le pense par ici. » Il m'a dit qu'il vivait près de la crête et qu'il signalait parfois les camions quand des touristes restaient coincés ou qu'un arbre tombait. Il m'a donné des indications pour éviter un ravinement qui avait mangé la moitié de la route 1 kilomètre plus loin. Elles étaient précises. Quand j'ai vérifié l'itinéraire mis à jour plus tard, j'ai réalisé qu'il m'avait fait gagner près de 40 minutes sur ma journée. Après ça, je l'ai vu souvent. Il apparaissait au carrefour juste au moment où je sortais une carte,
adossé à une souche ou à un rocher comme s'il y était depuis toute l'après-midi. Il savait toujours où j'allais avant que je ne le lui dise. La cabane avec le toit en bâche bleue. Reste à gauche au carrefour, juste après le caniveau cassé, disait-il. Ou encore, la station de recherche avec la tour météo. Ne t'embête pas avec l'ancien pont. Il est pourri. Il y a un nouveau passage en amont. Au début, j'étais reconnaissant. Le GPS portable ne savait pas tout. Les cartes papier de l'entreprise étaient de vieilles photocopies de cartes encore plus anciennes. Callum semblait avoir tout le réseau mémorisé. Pas seulement les routes principales, mais les pistes oubliées et les chemins de débardage. Tu dois avoir grandi par ici, ai-je dit un jour alors qu'il sautait sur mon pare-choc pour s'asseoir pendant que nous partagions un thermos de café tiède. On peut dire ça, a-t-il répondu. Je fais attention. C'est comme ça qu'on reste en vie dans un pays qui se moque de savoir si tu respires encore. J'ai ri, mais lui non. Les petites choses ont commencé à me déranger avant la grosse. Un après-midi, alors que nous étions près du camion à passer en revue mes livraisons restantes, il a dit « Il t'en reste 4, c'est ça ? 2 en amont, 2 sur la crête. » J'ai froncé les sourcils. Je ne lui avais pas dit ça. Le manifeste était plié dans ma poche. Mon portable était toujours accroché à sa place dans la cabine. Coup de chance, a-t-il dit en voyant mon expression. Tu fais la même boucle depuis une semaine. C'est facile à deviner. Il avait raison. Ça aurait pu être ça. Sauf que la semaine suivante, quand mon itinéraire a complètement changé, il le savait toujours. Nouvelle cabane sur la liste, a-t-il dit en glissant le long d'un talus pour me rejoindre. L'ancienne place d'un bûcheron. Beaucoup de vieux trucs dans la cour. Fais attention en reculant. Les gens disparaissent dans ce ravin. Il l'a dit si naturellement que j'ai failli manquer la dernière partie. Disparaissent comment, ai-je demandé. Il a haussé les épaules. Le temps, les mauvais choix, les autres. À toi de voir. Après ce jour-là, j'ai commencé à remplir mes rapports de fin de service avec plus de détails. J'ai noté quand et où je l'avais croisé. Même s'il n'y avait pas de case pour « étranger serviable et fréquent », je me suis dit que j'étais paranoïaque, que je n'étais pas habitué à ce que quelqu'un s'intéresse autant à mon travail. Le jour où tout a basculé était lourd de brouillard. Des nuages bas drapaient les collines, des gouttes d'eau accrochées aux aiguilles de pin comme de la sueur. Le dispatch avait ajouté un colis de dernière minute à mon itinéraire ce matin-là. Une petite boîte pour une cabane non répertoriée, avec des coordonnées jointes. Quand j'ai entré les chiffres dans le portable, ils sont tombés comme une épingle dans un coin vide de la carte, là où les lignes de contour se resserraient. Il y avait une route par là, avait dit le dispatch. Elle est peut-être encore là. Si tu ne la trouves pas, ramène le colis. J'ai trouvé Callum en premier. Il se tenait à la jonction où ma route principale se rétrécissait en une piste défoncée, les mains dans les poches, la veste sombre d'humidité. Je me demandais quand ils enverraient quelqu'un par ici, a-t-il dit. Tu connais cette route, ai-je demandé. Mieux que ton petit gadget, a-t-il répondu. Il va te dire qu'elle se termine dans 1 kilomètre. Il a tort. J'aurais dû faire demi-tour. C'est la partie que ma thérapeute ne cesse de souligner. Tu as vu le panneau, dit-elle sans dire « panneau ». Et tu as continué quand même. Cabane pour ses coordonnées, ai-je dit, levant le portable. Tu la connais. Il n'a pas regardé l'écran. Je la connais, a-t-il dit. Je vais monter avec toi. Pour m'assurer que tu n'atterris pas là où tu ne devrais pas. Il s'est installé sur le siège passager avant que je ne puisse protester, comme le font les vieux amis. Il sentait la laine mouillée et la fumée de bois. Alors que nous roulions, le brouillard s'est épaissi. Les arbres en ont émergé et y ont disparu derrière nous. La route s'est dégradée, passant du gravier à la boue, puis à quelque chose de pire. Des ornières profondes où l'eau brune tournoyait. Tu es sûr que c'est le bon chemin, ai-je demandé. Absolument, a-t-il répondu. Le portable a commencé à buguer. La petite flèche qui nous représentait a tremblé, reculé, puis tourné sur place. Après un moment, il a abandonné, affichant « signal perdu » en texte rouge et furieux. Super, ai-je marmonné. On doit être sous une sorte de canopée. Les cartes mentent, a dit Callum. Les machines mentent. Le sol, non. Il avait l'air presque content. Nous n'avons croisé aucune allée,
aucune boîte aux lettres, aucun signe de vie par ici. La forêt pressait de près, les branches grattant les côtés du camion comme des ongles. Le monde s'est réduit aux 2 faisceaux des phares et au capot qui tremblaient sous mes mains. Je ne savais pas qu'il y avait encore des cabanes en service aussi loin, ai-je dit, si seulement pour briser le silence. Ça dépend de ce que tu entends par service, a-t-il répondu. Nous avons tourné un virage et la route s'est simplement arrêtée. Pas de demi-tour, pas de clairière, juste 2 ornières se dissolvant dans la végétation et le mur sombre du ravin au-delà. J'ai mis le camion au point mort. C'est ici, ai-je demandé. Callum a détaché sa ceinture lentement. C'est ici que la carte dit que les gens cessent d'exister, a-t-il dit. La question est de savoir de quel côté de ça tu veux te trouver. Il s'est tourné sur son siège pour me faire face pleinement. Ses yeux, normalement d'un gris lavé, semblaient presque noirs dans la faible lumière de la cabine. Tu fais ces routes seul, a-t-il dit. Pas de partenaire, pas de caméra embarquée, personne ne te suit en temps réel. La compagnie ne se soucie que de savoir si les colis arrivent à destination ou reviennent avec une raison pour laquelle tu as disparu. Si tu disparais par ici, ils enverront quelqu'un d'autre dans une semaine, peut-être 2. Ils marqueront le dossier comme non résolu et passeront à autre chose. Il a souri et c'était la première fois que cela n'atteignait pas du tout ses yeux. Ou, a-t-il continué, tu arrêtes d'être une cargaison et tu deviens quelqu'un qui décide quel camion revienne au dépôt. Qui apprend où sont les points faibles, qui doit des faveurs à qui. Il y a toujours de la place pour une personne de plus qui sait vraiment comment ces routes fonctionnent. Ma bouche est devenue sèche. Tu me demandes de, quoi? T'aider à voler des camions? Il a ri. Un son court et dur. Tu crois que c'est une question de vol? Parfois, un camion vaut plus vide. Parfois, quelqu'un veut qu'une personne disparaisse sans le remue-ménage des caméras et des témoins en ville. Ces routes sont bonnes pour ça. Elles le sont depuis longtemps. Tu as le choix. Sois utile ou sois porté disparu. Le colis sur le siège entre nous a soudain semblé un accessoire dans une mauvaise pièce. J'ai forcé ma voix à rester stable. Tu crois que je n'ai pas dit à quelqu'un où j'allais aujourd'hui? Il a incliné la tête, m'étudiant. Tu as peut-être dit. La plupart ne le font pas. J'ai radio la base avant de prendre cette piste. J'ai menti. Je leur ai donné les coordonnées. Je leur ai dit que j'étais avec un local nommé Callum qui m'avait proposé de me guider. Sa mâchoire a tressailli juste assez pour que je le voie. Tu ne devrais pas mentir si facilement, a-t-il dit doucement. Ça donne aux gens envie de savoir à quoi d'autre tu es bon. Dehors, le brouillard s'est éclairci un instant, révélant une tranche de ciel. Quelque part au loin, une tronçonneuse a rugi, puis s'est éteinte. Un son ordinaire de travail, mais il a ancré quelque chose en moi. Dans les 2 cas, ai-je dit, les doigts se rapprochant du levier de vitesse, ils savent que je suis en retard. Ils savent où je suis censé être. Si je ne me manifeste pas à l'heure, quelqu'un viendra chercher. Nous savions tous les deux à quel point cette assurance était mince. Les zones de recherche par ici se mesuraient en bassin versant, pas en bloc. Mais ça m'a donné assez de courage pour agir. J'ai enfoncé le levier en marche arrière et j'ai écrasé l'accélérateur. Les pneus ont patiné dans la boue pendant un battement de cœur qui a semblé durer 1 heure, puis ont accroché. Le camion a reculé brutalement. Callum a saisi le tableau de bord pour se stabiliser. Tu fais une erreur, a-t-il sifflé. Alors porte plainte auprès de la direction, ai-je dit. Dis-leur que j'ai ignoré tes conseils avisés. Les branches ont hurlé le long du côté alors que nous rebondissions en bas de la piste. Il n'a pas essayé de saisir le volant. Ça m'a fait plus peur que s'il l'avait fait. Il m'a juste regardé conduire, les yeux plats et évaluateurs, comme s'il décidait si j'en valais la peine. À la jonction, j'ai tourné le volant à fond, nous avons retrouvé la route principale et je ne me suis arrêté que quand nous avons atteint le gravier, puis le bitume, puis la boîte laide et familière du dépôt surgissant de la brume. J'ai écrit « Route impraticable, dangereuse » sur le colis et l'ai posé sur le bureau de l'employé. Mes mains tremblaient si fort que j'ai dû signer ma feuille de temps 2 fois. Je n'ai plus revu Callum après ça. Pas en personne, en tout cas. Parfois, cependant, son absence semblait plus délibérée qu'un accident, comme s'il avait simplement fait un pas de côté hors de mon itinéraire pour entrer dans celui de quelqu'un d'autre. J'ai démissionné 2 semaines plus tard. Officiellement, c'était pour de meilleures opportunités. Officieusement, c'était parce que j'ai commencé à remarquer combien de petites nouvelles commençaient de la même manière.
Un chauffeur local ne revient pas d'une route rurale. Véhicule abandonné sur une route forestière. Le genre d'article qui remonte brièvement dans les fils d'actualité avant de sombrer sous des titres plus importants. Quand je conduis en ville maintenant, je me surprends encore à jeter un coup d'œil dans les rétroviseurs plus souvent que la plupart des gens. Pas pour les voitures de police ou les conducteurs collants, mais pour une silhouette dans une veste verte délavée, debout au bord de la route, la main levée dans ce salut facile et décontracté. J'ai appris à faire un détour par toutes les impasses. Par ici, une route qui semble simplement s'arrêter ne le fait rarement. Elle continue juste là où les cartes ont décidé que les gens n'avaient pas besoin de suivre.